Merci Monsieur Coronado. La parole est à Monsieur Alain Touré pour le groupe RDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des lois, il semblerait que la loi famille arrive, selon un hebdomadaire, devant notre Assemblée sur un fond de polémique, alors qu'elle devrait naturellement être faite dans un esprit consensuel et constructif. Je l'avais cru au départ. Je constate d'ailleurs qu'il n'y a plus, il y a certes une charmante personne de l'opposition, mais j'avais cru au départ que le fait que la droite ne participe pas aux différentes auditions serait la preuve qu'on arriverait à un certain consensus, mais le dépôt de plusieurs centaines d'amendements démontre que nous en sommes loin. Alors, est-ce normal et pourquoi arrive-t-on à cela ? Je crois que les torts sont un peu des deux côtés. Il est vrai qu'à la suite du tumulte et du fracas du mariage pour tous, où nous n'avons pas réussi à créer un consensus, moi qui ai été des intervenants principaux en la matière, je le constate, il y a eu cette volonté, certes déniée par notre collègue Gosselin, mais d'essayer de trouver une forme de revanche en agissant de deux manières. D'abord, en faisant en sorte qu'il y ait une telle pression auprès du gouvernement qu'il réduise le texte lui-même par une espèce d'autocensure. Et ensuite de cela, par l'opposition déterminée de la droite à l'ensemble des propositions que nous pouvions faire. Et pourtant, la proposition qui est faite aujourd'hui aurait pu être parfaitement acceptée, puisque c'est d'abord une loi sur l'enfant, l'intérêt de l'enfant. Qui peut s'opposer à l'intérêt de l'enfant? Mais il est vrai qu'en matière familiale, le poids de l'histoire est fort. Monsieur le Président, vous le savez, en tant que juriste, nous sommes passés d'abord de la puissance paternelle à l'autorité parentale. Nous sommes passés du droit de garde à la notion de résidence. Nous sommes passés du partage des rôles dévolus au père. Le père, qu'est-ce que c'était? C'était quelqu'un qui devait verser une pension alimentaire et une prestation compensatoire et voir le moins possible l'enfant. La mère, quant à elle, ne touchait que de faibles ressources de la part du père et, en contrepartie, exerçait l'éducation de l'enfant. Tout cela était absurde. Et c'est ce qui a amené finalement que pendant très longtemps, les parents se sont partagés les enfants de la manière suivante. Et nous le savions tous en tant qu'avocats, un week-end sur deux, depuis la sortie à la rentrée des classes et la moitié des vacances scolaires. Alors, il y a eu progressivement la résidence alternée qui est apparue. Cette résidence alternée, dans un premier temps, elle était interdite. Elle était interdite et il a fallu qu'il y ait véritablement une poussée de la part des demandeurs, c'est-à-dire des couples qui se séparaient, pour arriver à la résidence alternée, avec la possibilité d'avoir les enfants une semaine sur deux. Ça a été, à l'évidence, une revendication de toutes les associations de pères, et nous les avons bien connues. Associations de pères qui se sont d'abord montées, il faut bien le dire, contre la prestation compensatoire. Rappelons-nous tout ce qui a pu être fait à ce niveau-là. Associations de pères, ensuite, qui ont voulu participer au maximum à l'éducation des enfants. Et on a vu cela avec ce qu'on a appelé les papagrues, qui montaient semaine après semaine sur des grues pour interpeller la République sur la situation des enfants qu'ils n'arrivaient pas à avoir. Bien souvent, il est vrai, des mères préféraient se faire condamner plutôt que de faire en sorte que les pères puissent voir leurs enfants. C'est une réalité. Alors, on est arrivé à cette résidence alternée. Et il faut souligner que ça a été un grand progrès. Même si, je le sais, plus de 4000 professionnels protestent contre sa généralisation. Mais ce n'est pas la généralisation qu'il faut. Il faut faire en sorte que ça soit la première des solutions proposées.
Et cette première des propositions, il faut qu'elle s'appuie sur un certain nombre de conditions. Premièrement, les parents doivent continuer à habiter dans la proximité l'un de l'autre, à quelques kilomètres, car les échanges sont permanents entre les deux parents qui se sont séparés pour assurer la meilleure éducation possible de l'enfant. Deuxième chose, il y a un élément central, c'est l'école. L'école doit être un élément central et on voit bien par moments les oppositions qui peuvent se faire entre l'école publique et l'école privée, en particulier dans l'ouest de la France où il y a plus d'écoles privées que d'écoles publiques. On voit aussi les conséquences en matière de logement. Et le maire que je suis connaît parfaitement toutes les incidences qu'il y a en termes d'obligation de construire des logements sociaux du fait des séparations et du fait des résidences alternées qui font que lorsque l'on avait un F4, désormais il faut 2 F4. Ensuite, nous avons dû réfléchir sur le développement affectif de l'enfant. Je dois avouer que je me suis posé de nombreuses questions, Madame la Ministre, sur ce problème. Ce n'est pas si simple que cela, car j'ai la vague impression que la résidence alternée est d'abord faite pour les parents et peut-être pas pour les enfants. Et que dans le cadre de ce que l'on fera sur l'évolution des rythmes scolaires, il faudra là aussi y voir les conséquences, ce qui n'a pas encore été fait. Deuxième problème, celui de la médiation familiale. Je ne suis pas persuadé qu'il faille multiplier les médiateurs familiaux. De l'expérience professionnelle que j'ai eue, je crois au rôle des avocats. Je crois qu'un avocat doit d'abord expliquer aux deux personnes qui viennent qu'elles vont s'appauvrir gravement et qu'elles vont avoir des difficultés d'existence très fortes dans l'avenir du fait de cette séparation. Je crois qu'il y a ce rôle essentiel de l'avocat en la matière qui restera l'un des éléments de notre pays en la matière. Le rôle du juge ensuite. Le rôle du juge, parce que les juges aux affaires familiales, nous le savons, sont des spécialistes. Peut-être là aussi, puisqu'on parle en termes de parité, je vous le dis, peut-être qu'il y a désormais, auparavant il y avait trop d'hommes, maintenant il y a trop de femmes. C'est une vérité. Alors vous allez me dire, c'est insultant de dire ça. Je vais vous dire quelque chose. Je suis allé, moi, dans une profession passée qui était la mienne, plaider devant le tribunal de Nanterre. Il y avait, si mes souvenirs sont bons, 16 juges aux affaires familiales. Les 16, c'était des femmes. Ils sont peut-être aussi bien évidemment, mais le fait qu'il n'y ait plus, à un moment donné, la possibilité d'avoir recours à d'un côté une femme, de l'autre côté un homme, m'apparaît être une mauvaise chose. Tout à fait, mais en la matière, c'est tellement important. C'est tellement important. Je le disais la même chose quand ce n'était que des hommes. Je le dis maintenant quand ce n'est que des femmes. Alors c'est peut-être un problème d'organisation de la justice, mais alors même que désormais il y a 80% de femmes qui rentrent à l'École nationale de la magistrature, on peut se poser un certain nombre de problèmes. Alors, en ce qui concerne la médiation, ne la multiplions pas, faisons plutôt confiance aux parents, écoutons les enfants et écoutons le juge des affaires familiales. Et je voudrais vous faire une proposition, Madame la Ministre. Je ne pense pas que le juge des affaires familiales doive être au tribunal de grande instance. Il doit être au tribunal d'instance. J'ai toujours pensé que l'ensemble du contentieux familial devait être renvoyé aux tribunaux d'instance, c'est-à-dire aux tribunaux de proximité. Car il est inutile de faire 150 km, par exemple, pour aller discuter d'un problème de savoir si on doit ramener l'enfant à 17h ou à 19h, comme ça a été dit tout à l'heure. Le juge d'instance pourrait parfaitement bien faire cela. Et je crois que nous aurions tout intérêt, dans le cadre de la réorganisation de notre système judiciaire, à faire en sorte que ce soit le juge d'instance qui ait les compétences du juge des affaires familiales. La nouveauté de ce texte, c'est aussi de faire participer les beaux-parents qui ont démontré leur attachement et qui sont, ainsi que cela a été dit, les mal-aimés du divorce. C'est un progrès. Je dis, et la manière dont le texte est rédigé me semble prendre en compte de manière intéressante cette nouvelle situation. Peut-être aurait-on dû y joindre le rôle des grands-parents, comme en Espagne. Certes, vous allez me dire, ils ont un certain nombre de droits qui existent. Mais je crois que la famille telle qu'elle nous a été proposée, je me souviens de notre confrère et collègue Gouze,
qui s'était beaucoup intéressé au rôle de la femme en Espagne et le modèle que l'on pouvait en voir en France, en particulier sur le droit au nom, m'apparaît très intéressant par rapport au rôle des grands-parents. Peut-être avons-nous manqué à ce niveau-là une occasion. Alors, Madame la Ministre, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut se méfier de la loi. La loi ne trouvera jamais la solution à toutes les situations. La loi doit être souple, la loi doit être légère. La loi ne doit jamais, en matière familiale, être punitive. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles notre groupe n'a pas signé ce texte. Je vous dis une chose, faisons confiance aux parents. Associons-les le plus possible avec l'enfant, qui a le droit d'avoir un avocat et qui a le droit de pouvoir s'exprimer. Cette loi sur la famille concerne des centaines de milliers de cas. Elle n'est en aucune façon la relance de la guerre du divorce. Elle tend à mettre fin à des souffrances. Elle tend à mettre fin aux souffrances des parents et des enfants. Elle tend à remettre dans la sérénité un moment si douloureux dans la vie qui concerne une famille sur deux. Cette loi n'est pas une panacée, bien sûr. Elle ne mérite ni l'opprobre, ni la vénération. Elle a le mérite d'être concrète et pratique. C'est sans doute ce qui compte le plus. Alors, il faut apaiser dans la sérénité. Telle est la volonté des radicaux qui, sur un texte de société, s'exprimeront tous librement. Je vous remercie.